Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première conférence-débat de notre cycle d'automne dans cette grande salle qui, à partir de demain, s'appellera officiellement salle Alfred Grosser. Vous l'avez sans doute déjà vu. Nous nous mettrons ce soir, pour reprendre le titre de la conférence, organisée en coopération avec le professeur David Capitan, dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel 2018, en quête d'un héritage européen commun. Le choix de cette thématique tombe à point nommé, et ceci à plusieurs titres. Qui dit héritage dit patrimoine. Et nous venons de célébrer le week-end dernier en France, comme dans de nombreux autres pays européens, les journées du patrimoine, une notion et une valeur autour desquelles de nombreux Français, comme beaucoup de leurs voisins, se retrouvent. Par ailleurs, on a coutume de dire que l'Europe est l'héritière du siècle des Lumières. L'actualité de ces derniers mois, avec les élections en Autriche, en Hongrie et en Italie, montre toutefois, avec aussi l'évolution en Allemagne, une évolution jugée impensable il y a quelques années encore, que l'acquis des Lumières est fortement remis en cause en Europe. Les discussions autour du vote de l'article 7 du traité sur l'Union européenne au Parlement de Strasbourg le 12 septembre dernier ont été tristement révélatrices à ce sujet. L'héritage d'un pays, c'est aussi des références historiques autour desquelles le récit national, pour utiliser ce terme à la mode, se construit, quelquefois en opposition avec celui des pays voisins. Existe-t-il un héritage européen commun qui soit plus que l'addition des histoires nationales? Comment aider les Européens à prendre conscience de leur communauté de culture, de valeurs et de destin? Pour répondre à ces interrogations, nous avons la chance d'avoir ce soir 3 intervenants qui œuvrent depuis de nombreuses années à l'émergence de cette prise de conscience européenne et proposent pour la première fois une vision, peut-être pas pour la première, mais proposent une vision transnationale des événements historiques qui ont marqué et quelquefois traumatisé notre continent. Je vous présente tout d'abord Madame Constance Itzel, directrice de la Maison de l'Histoire européenne à Bruxelles, ouverte en 2017, après 8 ans de travail préparatoire. Madame Itzel, historienne de l'art de formation, a travaillé auparavant au Parlement européen. Deuxième invité, Monsieur Étienne François, historien, professeur émérite d'histoire à la FU de Berlin et à l'Université Paris 1. Et il a participé à la fondation du Centre Marc Bloch à Berlin, qu'il a dirigé pendant de nombreuses années. Plus récemment, il a coordonné avec notre troisième intervenant, Monsieur Thomas Serrier, l'élaboration du monumental ouvrage collectif Europa, notre histoire, qui se trouve sur la table, publié en 2017 et auquel ont participé plus de 100 contributeurs venus de 5 continents. Monsieur Serrier est historien, professeur de civilisation allemande contemporaine à l'Université de Lille et il est cette année chercheur à l'Institut des études avancées à Nantes. Et notre débat, qui sera sans aucun doute passionnant, sera animé par le professeur David Capitan, à qui je passe la parole maintenant. Merci Madame la directrice de ces premiers mots d'introduction à cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans la série que nous avons montée sur la question européenne, puisque la Maison de l'Allemagne en territoire français rapproche nos 2 pays au service de cette Europe commune. Nous avions eu l'occasion, parmi les différents thèmes qui nous ont occupés l'an dernier, d'en consacrer un à la question du récit, autour de laquelle l'Europe pour le futur pouvait se construire. Longtemps, l'Europe a été présentée comme le remède aux guerres qui ont opposé les États membres les uns aux autres, et puis la question de la guerre étant souvent moins présente à l'esprit des
jeune génération, c'est l'aspect économique des choses qui a été mis en avant. L'Europe, c'est d'abord un marché intérieur de 500 millions de consommateurs, et si l'on veut faire pièce aux 350 millions d'Américains, aux Chinois qui sont beaucoup plus nombreux, eh bien, l'Union européenne et son marché unique est évidemment un moteur puissant. Et puis récemment, les différents dangers qui se dessinent sur la planète ont conduit à mettre en avant l'image d'une Europe qui protège contre les dangers extérieurs dans une frontière qui nous soit commune. L'élection du président Trump peut-être a largement contribué au succès de cette image dans les derniers mois. Cela dit, quel que soit le récit que l'on essaye de fonder pour une Europe du futur, eh bien celui-ci doit s'appuyer sur cet héritage commun. Nous allons avoir l'occasion de parler aujourd'hui. Est-il possible de trouver des références communes qui nous permettent d'appuyer un récit commun pour développer un destin commun? L'histoire de l'Europe, en effet, est l'histoire complexe d'une multitude de peuples originaux qui se sont opposés. Alors est-il possible de trouver des points communs quand on part de Paris par la gare d'Austerlitz et qu'on arrive en Angleterre à la gare de Waterloo? Est-ce qu'il est possible, avec ces oppositions, d'arriver à trouver un point de vue commun? Y a-t-il au contraire des différences insurmontables? Ce sera, je crois, le thème général autour duquel nos intervenants pourront, avec la grande science qui est la leur, eh bien, apporter une chair qui nous permettra de meubler quelque peu ce premier squelette. Alors nous avons deux entreprises qui sont déjà des réalités autour desquelles la grande activité de nos intervenants se sont articulées. La première, c'est la création de la Maison de l'Histoire européenne qui s'est donné pour objectif, à travers tous les moyens de la muséographie moderne, d'essayer de rendre accessible à l'ensemble du public européen ces problématiques nombreuses, et Constance Hitzel peut-être prendra la parole la première pour nous expliquer autour de ce projet de quelle manière elle-même envisage ces différentes questions. Et puis la deuxième réalisation, la deuxième œuvre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la directrice, c'est le gros ouvrage qui, aux Arènes, a été publié en dernier sous la direction d'Étienne François et de Thomas Serrier. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir les deux directeur de cette publication, Europa, notre histoire, la formule latine qui a été retenue pour parler de l'Europe, là encore, nous plonge immédiatement dans l'histoire commune la plus ancienne. C'est un ouvrage que beaucoup d'entre nous, certainement, ont eu entre les mains, qui est d'une richesse inépuisable, et chacun des deux organisateurs ou directeurs, comme l'on dit, eh bien, reprendra ensuite la parole. Et donc je me tourne immédiatement vers Constance Hitzel pour lui laisser, à l'aide également aussi de ce PowerPoint, je ne sais pas comment on appelle cette projection, illustrer son propos. Je vous en prie. Merci beaucoup et un grand merci pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi. Je m'excuse pour l'accent allemand, mais bon, je ne peux pas, même au bout de 15 ans à Bruxelles, je ne le perdrai jamais. Donc, je vais vous parler, comme je suis dans un métier visuel, j'ai amené quelques images pour illustrer ce qu'on a essayé de faire, raconter l'histoire européenne dans un musée, et qui est évidemment très, très différent que de d'écrire 1300 pages, parce qu'on a un espace restreint et on ne peut pas submerger le visiteur avec autant de mots que quelqu'un qui est assis confortablement dans une chaise. Donc, c'est un autre médium, et je vais vous parler de quelques questions que nous avons dû étudier pour mettre en œuvre ce musée. De quelle Europe parlons-nous? De quelle histoire parlons-nous? Qu'est-ce que l'héritage européen, et qu'est-ce qu'on fait des questions de mémoire dans notre narration? Donc, pour commencer tout de suite, à entrer, ça c'est le bâtiment de musée qui se trouve à Bruxelles, à côté des institutions européennes, un bâtiment art déco, et vous voyez quelques échelons de l'histoire de notre projet. L'idée remonte à 2007, et puis on a mis quelques années pour commencer la réalisation, parce qu'en fait le Parlement européen, qui est le financier, il y avait beaucoup de discussions, parce qu'il y a des groupes politiques qui pensaient que ce n'était pas à un Parlement de faire cela, parce que c'est un peu inhabituel. Et donc, on a mis beaucoup de temps pour construire ce musée, et finalement, on l'a ouvert l'année dernière.
Ici, vous voyez donc le bâtiment, un bâtiment art déco avec une extension moderne qui, avec des architectes français, peut-être que vous connaissez, et qui permet d'abriter 7 étages d'exposition. Quelle est notre mission? La mission, c'est de présenter l'histoire sous un angle européen dans un seul musée. Et c'est quelque chose de nouveau parce que ça n'existe pas encore. Il existe des musées nationaux, des musées régionaux, des musées locaux. Mais jusqu'à présent, il n'y avait aucun musée qui racontait donc l'histoire d'un point de vue européen. Et donc, ce nouveau musée ne veut pas remplacer les autres, bien évidemment, mais juste rajouter une perspective. Et il est important de préciser que ce n'est pas la maison de l'histoire de l'Union européenne, parce que ça voudrait dire une exposition complètement différente. On parle du continent européen. Donc, il y a évidemment un fil rouge sur l'intégration européenne, mais ce n'est pas le thème principal. Quelle Europe? L'Europe ne peut pas être définie géographiquement. Ici, vous voyez une ancienne carte. Il y a des frontières géographiques à l'ouest, mais à l'est, il y a des disputes sur où l'Europe se termine. Et donc, ce qu'on montre dans le premier espace de l'exposition, et c'est une sorte d'introduction, c'est que l'Europe ne peut pas être clairement définie, ni par la cartographie, ni le concept, et que l'Europe est un continent distinct dans la perception des gens, et que cette perception change à travers les siècles. Donc, en fait, la définition de l'Europe, elle change par période et par le point de vue du spectateur qui la regarde. Donc, c'est le thème déjà très compliqué que nous abordons dans le premier espace. On a donc une approche critique. On commence, ce n'est pas un musée facile, et j'ai eu des plaintes par rapport à ça parce que déjà le premier espace est assez complexe. Comme je disais, on pose beaucoup de questions, on parle d'incertitude, on parle de problèmes de définition. Et ce que vous voyez dans la première vitrine, c'est le mythe de l'Europe qui, selon d'anciens auteurs comme Hérodote, aurait donné le nom au continent et qui est interprété de façon très différente. Et donc, on veut montrer depuis le début que notre exposition, c'est une interprétation aussi, une interprétation faite par une certaine équipe d'historiens et de muséologues, mais qu'elle aurait pu être très bien autrement. L'équipe, juste pour mentionner, c'est une équipe internationale. Ça, c'est très rare dans le domaine muséal. Je pense qu'on a 18 nationalités en ce moment. Donc, pour répondre à une question qui viendra peut-être ou qui vient souvent, est-ce qu'on a un historien par pays? Non, l'équipe n'est pas assez grande. On n'a pas assez de budget pour ça, mais même si je ne pense pas qu'on trouverait un historien français qui représenterait l'histoire de France de manière satisfaisante pour tout le monde, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Donc 18 nationalités, mais pas toutes les langues, ce qui fait un des problèmes de notre travail. Comment est-ce qu'on a défini ce qu'on met dans ce musée? En fait, les thèmes sont très vastes. Donc, en fait, on a voulu restreindre, on a établi des critères après beaucoup de discussions. Et les critères sont montrés ici. Donc, on montre tous les processus historiques qui sont d'origine européenne, qui se sont répandus sur tout le continent et qui ont une signification contemporaine. Et ça, pour nous, c'est très important. Que ce musée aide à comprendre la vie, la situation politique et la situation de l'Europe d'aujourd'hui. Voilà la structure. Et donc, vous voyez que pour les visiteurs, c'est très fatigant. J'espère que vous viendrez quand même, parce qu'il y a 7 étages au total. C'est à cause du bâtiment qui n'est pas très grand. Donc, vous voyez qu'on a 5 étages d'exposition permanente et 2 étages d'exposition temporaire. Et vous voyez selon les noms que ça commence en bas, donc avec le profil de l'Europe. Et après, on a une approche chronologique 19e, 20e siècle. Par manque d'espace et pour d'autres raisons, pour donner le contexte, pour rester dans ce qui est important pour le monde contemporain. Depuis le début, c'était un musée plutôt d'histoire contemporaine, mais après, on a élargi. Donc, en fait, c'est 19e, 20e siècle dont on parle. Et on a choisi, après beaucoup de débats, l'approche chronologique, parce qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs qui n'ont aucune idée, aucune notion du temps, et pour eux, c'est plus facile de se retrouver dans cette narration chronologique que si on abordait des thèmes comme les migrations, etc. Donc ça, c'est la trame narrative, puisque vous parliez de récit. Ça, c'est le récit qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que c'est que l'héritage européen ?
Pour nous, l'Europe est plus que l'addition des histoires nationales, mais est-ce que les Européens peuvent se mettre d'accord sur un héritage? Un héritage, si on prend, il y a différentes définitions de ce que c'est qu'un héritage, mais on peut dire que c'est quelque chose du passé qu'on aimerait préserver pour le futur. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que c'est? Et donc, on a une vitrine dans le premier espace que je vous ai montré où on parle de plusieurs moments historiques qui, d'après nous, font partie de l'héritage. Et on pose des questions. En fait, je n'ai pas mentionné qu'on a une tablette parce que l'exposition est visitable en 24 langues. Les 24 langues, évidemment, on ne peut pas les mettre au mur parce que vous n'auriez pas d'espace pour les objets. Donc, il y a une tablette multilingue et vous pouvez choisir donc, votre langue et puis vous avez des explications. Et donc ici, pour les concepts par rapport au patrimoine, à l'héritage, à chaque fois, on pose des questions. Après, pour venir à la dernière notion, celle de mémoire, en fait, nous avons le problème que nous devons en même temps adresser un sujet extrêmement complexe et en même temps avoir une narration simple pour ceux qui ne connaissent rien. Donc, on a choisi le concept de mémoire collective pour aborder à certains endroits des perspectives différentes sur le passé. Je vous montre l'exemple de la mémoire de la Shoah, où on montre en fait différentes études de cas de 6 pays différents, évidemment les 2 Allemagnes, mais aussi d'autres pays, où on veut montrer le spectre de comment traiter du passé difficile entre la répression, donc l'oubli, et la reconnaissance, ou la reconnaissance très tardive. Et donc, à ce moment de l'exposition, on va dans les détails, on regarde les différentes perspectives et on montre une multiplicité. Donc, on essaye dans l'exposition de combiner à chaque fois une narration simple qui est facile à comprendre, mais aussi la complexité de plusieurs points de vue. Voilà. Et donc, puisque ça, c'est la salle qui parle donc du nazisme, donc de l'Allemagne et du stalinisme, donc les systèmes totalitaires. Et ça ramène à la question de la mémoire divisée de l'Europe aujourd'hui. Et ça montre que nous utilisons la mémoire comme une sorte de fil rouge qui va à travers l'exposition et qui revient en plusieurs endroits. Et où on pose la question à savoir est-ce que l'Europe pourrait un jour arriver à avoir une mémoire commune ou est-ce que ça resterait toujours des mémoires au pluriel? Qu'est-ce qu'en disent les visiteurs? Est-ce qu'on peut construire quelque chose de crédible? Est-ce que les gens aiment ça? La plupart des visiteurs, oui, comme vous voyez là, 4,6 sur 5, ils nous donnent là, sur Google Reviews, c'est la même chose. Mais il y a quand même des commentaires un peu plus critiques. Ici, je vous ai mis des citations donc, qui viennent de plusieurs sources, comme le livre d'or ou les commentaires sur Internet, sur est-ce que les gens se sentent plus européens après avoir vu ce musée. Et il y a de tout, vous trouvez de tout, mais ce qui est intéressant ici, c'est que les gens pensent, par exemple, si vous regardez les 2 premières citations, que le musée peut vraiment changer le regard, parce qu'ils disent si des électeurs britanniques avaient vu ce musée, ils n'auraient peut-être pas dit oui au Brexit. Bon, je ne sais pas si on peut avoir un tel impact, ce serait magnifique, mais il y a d'autres qui disent que ça donne un sentiment d'être européen, ils sont fiers d'être européens, mais il y a d'autres qui sont aussi très critiques, donc voilà, je vous montre ici des commentaires par rapport à la trame narrative, donc par rapport au regard transnational sur l'histoire. Vous voyez que le premier... excusez-moi, les citations sont anonymes, hein, on n'a pas les sources parce que c'est dans le livre d'or, c'est difficile à trouver. Mais ici, par exemple, le visiteur, il pense que ça ne fait pas de sens de regarder l'histoire que d'un point de vue européen. Il faut tout de suite aller à l'histoire globale. Mais j'aimerais bien que vous regardiez le 3e paragraphe qui soutient notre approche transnationale, mais qui dit, en fait, il n'y a pas à proprement parler d'histoire de France, ça n'existe pas. Il n'y a que l'histoire européenne. Donc, ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Et puis, dernièrement, sur l'approche critique, parce qu'on a une approche critique, comme je vous ai montré par rapport à l'héritage, on parle de l'héritage négatif comme de l'héritage positif. Ici, je vous ai mis 2 commentaires d'historiens. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, malgré le fait qu'on n'a pas les ressources pour ça. Mais c'est un visiteur qui nous a dit qu'il aimerait bien qu'on ait un musée d'histoire européenne dans chaque pays d'Europe. Ça, je ne pense pas qu'on y arriverait, mais c'est très positif pour nous que quelqu'un nous voit de cette manière. Donc, je termine en vous invitant à vous rendre à Bruxelles, à nous rendre visite et surtout à nous donner votre opinion sur ce qu'on a fait et ce qu'on peut améliorer, parce que c'est un projet. On va refaire l'exposition après quelques années, donc on va collectionner tous les commentaires et faire encore mieux la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame, pour cet exposé, ce qui nous a montré de manière synthétique et extrêmement articulée les grandes difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés. Alors, vous avez dit, nous essayons de raconter l'histoire d'un point de vue européen. Alors, d'une certaine manière, l'objectif est inscrit dans cette formule. Ça signifie qu'il y en a un, puisque vous avez essayé de présenter l'histoire d'un point de vue européen. On est donc heureux de savoir qu'il y a un point de vue européen. Et en même temps, évidemment, vous avez montré la très grande complexité pour des Européens d'arriver à montrer l'histoire. Et le français que je suis, c'est, sans être historien, j'ai de grands spécialistes à côté de moi, que l'histoire peut être utilisée politiquement à des fins extrêmement diverses qu'on a aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, et c'est peut-être aussi en soi l'expression d'un sentiment européen. On a une tentative scientifique, en quelque sorte, de présenter l'histoire dans un souci d'exactitude qui, évidemment, va multiplier les points de vue, à faire de l'histoire un kaléidoscope duquel il sera compliqué de tirer un enseignement. Et en même temps, c'est une question qu'on a beaucoup traitée en France, mais je crois avoir encore, dans mon jeune temps et à l'école, été l'objet de l'enseignement d'une histoire nationale qui avait été construite volontairement par la République triomphante à partir de la fin du XIXe siècle. Évidemment, ça s'est fait doucement au cours du XIXe siècle, depuis la Révolution jusqu'au triomphe définitif de la République après le Second Empire. Mais cette histoire très orientée, je sais pas, le personnage de Jeanne d'Arc, par exemple, qu'on est allé chercher au fin fond de l'histoire, qui n'a été canonisé qu'en 1920, fille du peuple, image de la République, au moins on savait où on voulait aller, et l'histoire était au service d'un projet politique. Alors nous avons un projet politique qui est celui de l'unification européenne. Est-ce que la maison de l'histoire de l'Europe est elle-même l'outil d'une histoire au service d'un projet politique? C'est évidemment pas immédiatement ce que l'on peut tirer d'autres propos, mais c'est, je crois, en tout cas, une question sur laquelle nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Alors, cette histoire européenne, encore une fois, elle est inépuisable, et je me tourne donc vers Étienne François pour nous apporter le regard particulier. Je suis certain qu'il a embrassé ce projet éditorial, sans doute, avec déjà des idées très nombreuses, mais peut-être qu'à l'issue du projet, le regard qu'il peut jeter sur une Europe européenne, sur une histoire européenne, est un peu différent. Mais je lui laisse le soin de nous présenter. Merci, oui. Ce n'est pas uniquement le mien, c'est autant celui de Thomas, car nous avons travaillé depuis le début ensemble, ce qui fait d'ailleurs que nous avons pu mettre ensemble des perspectives différentes en fonction simplement de notre âge. Je suis né en 1943, c'est-à-dire que ma vision de l'Europe est encore très fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale et le dépassement de la Seconde Guerre mondiale. Thomas, pour ne pas vous faire de mystère, est né, lui, en 1971. Et donc, l'horizon est tout à fait différent. Il est né dans une Europe qui était déjà fortement constituée, où le projet européen commençait de prendre forme, et du coup, la perception du passé n'est pas la même. Tout ceci pour dire que, et je retrouve ce que nous disait Constance tout à l'heure, l'idée qu'il puisse y avoir une vision commune et surtout une vision unifiée de l'histoire européenne est une utopie. Car les regards que nous portons sur le passé changent en permanence. Ils dépendent non seulement des générations auxquelles nous appartenons, mais ils dépendent aussi des expériences qui ont été faites par les différentes communautés qui toutes elles-mêmes se reconnaissent
comme appartenant à l'Europe, mais qui en même temps sont très attachés à leur originalité. Alors ce qu'on peut dire, si vous voulez, ce qu'on a essayé, nous, avec Thomas et puis avec la centaine d'auteurs qui ont accepté de jouer le jeu avec nous, c'est simplement de répondre à une question toute simple. Où se trouve le présent du passé de l'Europe? Nous n'avons pas du tout cherché à reconstituer une histoire de l'Europe, il y en a beaucoup, et nous ne sommes pas capables de le faire. En revanche, en nous mettant en travail avec plusieurs, nous avons essayé de repérer un certain nombre de lieux, un certain nombre de notions, un certain nombre d'événements, de représentations, qui sont toutes, d'une manière ou d'une autre, liées aux définitions possibles de l'Europe, et qu'on ne peut saisir qu'en dépassant le cadre national. Mais j'ajoute tout de suite, et je retrouve ce que disait Constance tout à l'heure, que dans notre projet, nous avons tout de suite constaté que l'erreur la plus grave serait d'opposer les nations à l'Europe. Sans Europe, il n'y a pas de nation, mais sans nation, il n'y a pas d'Europe. Un historien médiéviste que je connaissais bien disait qu'une fois en allemand, je peux vous le citer en allemand, ici je crois que tout le monde comprend l'allemand, Die Nationen sind das Europäischste an Europa. Et ce qui fait l'Europe, ce sont les nations. Ce qui veut dire que dans le déroulement de l'histoire de l'Europe, par exemple, la dialectique permanente de la ségrégation et de l'intégration est quelque chose que l'on peut suivre dès les débuts de l'histoire européenne, c'est-à-dire dès le 8e ou le 9e siècle, pratiquement jusqu'à nos jours. Toutes les nations européennes, ça nous a beaucoup frappé au 19e siècle, à l'âge de l'apogée des nations, au moment où la nation était considérée comme le modèle de l'avenir et en même temps le modèle du progrès, car tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. Toutes ces nations qui insistaient beaucoup sur leur spécificité, leur originalité, à un moment ou un autre, se définissaient comme étant les meilleures représentantes de l'idéal européen. C'est peut-être abstrait ce que je vous dis, et donc je peux vous le concrétiser avec un ou deux exemples. Constance évoquait tout à l'heure quelque chose qui est très important effectivement pour l'Europe, les Lumières. Mais quand vous regardez le concret de l'histoire des Lumières en Europe, d'abord vous vous apercevez qu'il n'y a pas qu'un seul mot. Il y a les Lumières, mais il y a aussi Enlightenment, il y a aussi die Aufklärung, et puis il y a le mot italien, le mot espagnol, le mot polonais, etc. Donc dès qu'on veut voir dans le concret ce qu'ont été les Lumières, on s'aperçoit que la diversité est aussi importante que l'élément commun. L'élément commun, il est là. Il est dans l'interaction de tous ceux qui se sont considérés comme les porte-paroles des Lumières, donc les porte-paroles du progrès, donc les porte-paroles aussi de la raison et du fait que les différentes collectivités humaines ne devaient pas se laisser mettre sous la tutelle ou imposer par la tradition, mais qu'elles devaient créer elles-mêmes leur futur à partir de la raison. Mais en même temps, chacun l'a fait à sa manière. Je prends un exemple, puisque vous me demandiez d'être un peu franco-allemand, français-allemand. Quand vous regardez les Lumières en France et la Aufklärung en Allemagne, il y a un élément, entre autres, qui montre l'énorme différence. C'est que les Lumières en France sont très vite et majoritairement anticléricales, voire antireligieuses, alors qu'en Allemagne, la Aufklärung est très profondément marquée encore par l'héritage chrétien. Et pourtant, on ne peut pas comprendre l'Aufklärung allemande sans référence aux Lumières françaises et réciproquement. Car en même temps, à cette époque-là, il y a des masses de traductions, de circulation, de lectures réciproques et en quelque sorte, chacun se positionne par référence aux autres. Et on retrouve là, vous voyez, cette dynamique
d'intégration et en même temps de séparation que j'avais évoqué tout à l'heure. La même chose pourrait être dite pour un autre élément de base de l'Europe qu'évoquait tout à l'heure Constance, c'est le christianisme. Dès le début, l'histoire du christianisme est une histoire plurielle. À aucun moment, le christianisme en Europe n'a été unifié. Nous avons l'impression qu'au Moyen-Âge, c'était le cas. Encore faut-il être prudent. C'était le cas uniquement dans l'Europe latine. Mais la séparation entre la chrétienté latine et la chrétienté grecque est quelque chose qui s'est fait dès avant le Xe siècle, qui s'est ensuite durci au plus tard en 1204 avec la prise de Constantinople par les croisés, et c'est une des frontières culturelles, et pas seulement culturelles, les plus profondes de l'histoire européenne, et non seulement à cause des diversités dans l'interprétation du christianisme, mais aussi parce que l'Europe chrétienne grecque est l'Europe aussi qui a été le plus longtemps et le plus profondément marquée par l'influence musulmane et ottomane. N'oublions pas cela, ça fait partie aussi de l'Europe, ça. Donc, le christianisme, diversité depuis le début, et le christianisme n'est jamais le monopole. Avant le christianisme, il y avait le judaïsme, et toute l'histoire du christianisme se fait en dialogue et en confrontation avec le judaïsme, et il y a eu ensuite, à partir du 7e siècle, l'islam. Donc, encore une fois, on voit bien comment il y a des éléments communs, mais qui tous s'expriment sous une forme diverse. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas plus loin, mais voilà un petit peu, si vous voulez, ce que nous avons senti lorsque nous avons travaillé. À savoir que, d'un côté, tous, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, héritiers d'une même histoire. Il n'y a aucun doute que nous sommes héritiers d'une histoire commune. Qu'il s'agisse, prenons simplement le XXe siècle, d'épisodes dramatiques comme les 2 guerres mondiales, qui ont affecté pratiquement tous les pays européens, mais de manière variée, ou bien alors d'une manière positive. Prenons 2 grands mouvements profondément transnationaux et européens et même au-delà, mondiaux, 1968 et puis ensuite 1989. Donc nous sommes bien les héritiers d'une histoire commune et d'une histoire commune complexe qui n'est pas faite uniquement d'aspects négatifs, mais aussi d'aspects positifs. Mais la manière dont cette histoire a été vécue est très différente d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Et donc le défi auquel nous sommes confrontés dans un espace comme le nôtre, qui a la chance depuis 1945 de ne pratiquement plus connaître de guerre, c'est le défi de la reconnaissance réciproque. Au sens fort du terme que Paul Ricoeur a donné à ce mot, la reconnaissance non seulement au sens allemand de Wahrnehmung, mais aussi de Anerkennung, c'est-à-dire la prise au sérieux des diversités, des différences qu'il y a, car la communauté européenne ne peut se saisir que dans l'acceptation et la mise en valeur de ces contrastes et de ces diversités. Grand merci, chers collègues, de cet éclairage, là encore, très synthétique sur ta histoire tellement foisonnante de l'Europe, sur la mise en évidence à travers les exemples très frappants que vous avez choisis, des points de vue différents que nous avons sur des questions communes, et c'est ce qui à la fois nous rapproche et nous
et nous distinguent. Tout cela sont des questions, évidemment... Ça fait aussi que c'est pas ennuyeux. C'est pas ennuyeux, ce sont des questions historiques, mais aussi des questions extrêmement actuelles. Vous avez évoqué la question des Lumières, la question de la chrétienté, c'est un sujet très actuel. J'ai le souvenir, je suis juriste, de la rédaction de la Constitution européenne, qui, bon, grâce aux Français et aux Néerlandais, ou du moins à cause d'eux, n'a pas été adoptée sous sa forme initiale, mais la question du patrimoine spirituel de l'Europe a été une question ô combien discutée. Et le président de la République, Jacques Chirac, et le Premier ministre Lionel Jospin, pourtant de partis politiques a priori différents, étaient bien d'accord pour dire qu'il était hors de question qu'on mette une référence à l'héritage religieux de l'Europe dans ce texte fondateur. Et ceci alors même que Chirac allait à la messe tous les dimanches. Absolument, Chirac était à la messe tous les dimanches, mais nous avons malgré tout sur cette question une histoire commune. J'ai le souvenir aussi d'une discussion sur la question de la laïcité en Allemagne avec un collègue polonais, et alors les Polonais nous expliquaient que si l'Église catholique n'était plus au centre des institutions, qui alors allait défendre les droits de l'homme et la liberté individuelle? Et dans la vision polonaise de l'histoire récente, ça peut se comprendre. Le Français que j'étais, évidemment, pensait à Voltaire, au pauvre chevalier de la Barre, et considérait que c'était peut-être pas absolument l'Église catholique qui avait inventé les droits de l'homme. Mais cela dit, chacun dans son histoire peut avoir un regard un peu différent sur la question. Alors, évidemment, quand on se place à l'intérieur de l'Europe, ce sont d'abord les différences qui nous apparaissent et la complexité de l'histoire européenne. Quand on se place en dehors de l'Europe, c'est peut-être alors que les points communs peut-être apparaissent de manière plus vive. Quand on regarde l'Union européenne depuis la Caroline du Nord, eh bien, évidemment, l'Union européenne est très commode parce qu'on n'a pas besoin de se demander si Londres est en Italie ou en Espagne et si Paris est la capitale de la France ou de la Belgique. De la même manière que moi-même, je ne sais pas très bien quelle est la capitale de la Caroline du Nord. Pour tout dire, les États-Unis, c'est bien commode. Ça fait un gros bloc. Alors, c'est toute la question des frontières, évidemment, qui se pose ici. L'intérieur, l'extérieur, comment les définir? L'Europe des Latins, celle de Charlemagne et celle d'aujourd'hui, probablement ont des frontières un peu différentes. La bataille de l'Épante est une grande bataille européenne. Elle nous plonge, là encore, dans des questions de frontières. Et je me tourne immédiatement alors vers Thomas Serrier pour peut-être nous apporter quelques éclairages sur cette question des rapports entre Europe et frontières. Oui, merci. Alors, peut-être par rapport au projet de la Maison de l'Histoire européenne, de différences de méthodes, d'approches et de concepts, même si on l'a bien vu, et effectivement depuis un an, ça fait plusieurs occasions, on a eu l'occasion de présenter ensemble nos projets, de comparer nos projets. Il y a une familiarité et une identité, si vous voulez, en tout cas dans l'approche, dans la philosophie. Mais notre livre, je pense que tout simplement, qui s'appuie effectivement sur des textes avec un petit peu l'ampleur, la possibilité de travailler sur les contradictions, sur la durée, etc. Tout ce qui échappe, ce qui est plus difficile à mettre en lumière à travers des objets visuels. Notre concept central, c'est celui de mémoire, et donc c'est effectivement ce que vous disiez tout au début dans votre introduction, Monsieur le Capitaine, c'est la question du point de vue ou des points de vue, et je reprendrai volontiers la référence à Paul Ricoeur que vient de citer Étienne. Paul Ricoeur, il a eu cette formule toute simple. Oui, je suis un petit peu trop près. Cette formule toute simple, mais justement qui nous a beaucoup parlé, qui nous a accompagnés pendant tout le travail, c'est le travail de la mémoire, un concept important chez lui. Le travail de la mémoire, c'est le travail des mémoires. C'est obligatoirement le travail des mémoires. La mémoire reste vive, elle est réactualisée, elle reste justement présente. En se transformant, mais en se transformant au défi justement d'autres mémoires. Donc effectivement, la différence, tout ce qu'Étienne vient de développer, et d'une autre manière, Constance Hitzel aussi dans sa présentation du musée, cette dialectique entre l'unité, un ensemble dont on peut effectivement peut-être définir comme ça une histoire commune.
L'autre aspect, effectivement, c'est toujours cette différenciation. Donc, effectivement, la question des frontières, elle est tout à fait centrale, puisque la frontière, on peut l'envisager de façon tout à fait différente, ou de plusieurs façons tout à fait différentes, comme ligne, la compréhension peut-être la plus simple, comme ligne de séparation entre des espaces, espaces de souveraineté, espaces de conflit. Et ça, Dieu sait que l'Europe en a eu, et finalement les frontières ou les frontières passées sont marquées aussi par la présence de frontières militaires, mais c'est évidemment aussi bien autre chose. Ce sont toujours finalement les deux aspects que Lucien Febvre avait mis en avant dans son fameux livre sur le Rhin, la frontière comme coupure et la frontière comme couture. Et d'ailleurs le Rhin, jusqu'à la mise en scène de l'enterrement de Kohl il y a quelques mois, a servi aussi évidemment, et depuis l'après-guerre, sert de symbole de l'unité, du rapprochement, du dépassement des conflits, alors que il avait symbolisé justement la coupure dans une période antérieure. Donc on retrouve autour de cette notion de frontière, de cette réalité de la frontière, si vous voulez, une marque un petit peu matérielle de cette dialectique de la culture au singulier ou au pluriel qu'a développé Étienne tout à l'heure dans son intervention. La question que nous avons posée autour de peut-être avec ce petit décalage de concepts, non pas l'héritage, mais les mémoires, c'est la manière dont les Européens s'appropriaient, considéraient une histoire singulière ou commune comme encore la leur, comme encore présente, comme encore vivante. Et là, évidemment, on voit ressurgir les frontières, parce que les expériences historiques ont été différentes à l'Est et à l'Ouest, au temps de la guerre froide, mais aussi depuis le grand schisme qu'a évoqué Étienne, dans une perspective pluriséculaire, et puis évidemment autour de la structuration de l'espace européen en nations. Et là, je pense que à la Maison Hein, il y a eu évidemment déjà beaucoup de travaux sur ces différences franco-allemandes qui perdurent et dont on peut aller chercher les racines dans des temps très très éloignés. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. On a voulu vraiment ouvrir, et je n'oublie pas votre question, on a voulu ouvrir cette question des mémoires européennes et des appropriations de l'histoire européenne au-delà du simple cercle des Européens. Et c'est vrai que notre centaine, on est 109 exactement à avoir contribué à ce livre. Cette centaine d'auteurs, elle se décompose finalement en 4 quarts. Et on a un quart, on en était assez fiers, on a été très soutenus par notre maison d'édition aussi là-dessus, donc on peut remercier les arènes. On a un quart de non-européens, ça nous a semblé très important. On a un quart de français, un quart d'allemand, voilà, on a quand même notre socialisation, un quart d'européens de tous horizons, et puis un quart de non-européens. D'ailleurs, dans notre pool éditorial, on a un japonais, et ça nous a semblé très important. Et peut-être pour vous terminer sur une anecdote, on a eu l'occasion de réunir, pas tous, évidemment c'est impossible de réunir 100 auteurs, mais en tout cas tous étaient invités. Et on a eu l'occasion, en cours de route, grâce au soutien de la Fondation Volkswagen, de réunir une 60aine ou 70 auteurs 6 mois avant la remise du manuscrit. Et on a discuté à ce moment-là du titre et du premier de l'article. Comme c'est un kaléidoscope, évidemment, je vous découvre un petit peu les coulisses. C'est un kaléidoscope, les 100 articles, finalement, on aurait pu choisir un autre ordre que celui-là, et on s'est quand même dit, c'était aussi la question de la narrativité, de la narration, du fil rouge, par quoi commence-t-on ? Alors, première question sur le titre, notre histoire, suggestion tardive d'ailleurs des arènes. Tous ont été d'accord très rapidement, en se disant, mais en fait, évidemment, ce n'est pas l'histoire européenne que nous présentons, ce n'est pas l'héritage européen que nous présentons, mais c'est l'appropriation, la manière dont les discours, les actions, les pratiques
historiques des Européens, de nos acteurs sociaux, tels que nous les analysons, font en sorte que on se positionne par rapport à l'Europe. Ça peut être donc évidemment au pluriel des positionnements, mais c'est à chaque fois ce rapport à l'Europe, notre histoire, qui est important et qui donc a été aussi accepté de façon très unanime par notre collègue japonais et puis par Jay Winter, qui était présent à ces discussions et qui est un historien américain, qui nous a dit mais oui, aussi au Japon, en Asie, en Afrique, ailleurs. Évidemment, ce ne sera pas tout, ce ne sera pas l'ensemble de l'histoire européenne, mais des chapitres nous parlent, des chapitres nous concernent. Donc nous avons aussi une histoire, notre histoire européenne à nous. Et puis le deuxième point, c'est la question du départ. Et là, il y a eu plusieurs propositions, et ça rejoint un petit peu ce que disait Constance, je m'arrêterai là-dessus. Nous commençons finalement par le gros chapitre qui s'appelle « Les brûlures », et à l'intérieur par 3 chapitres qui se succèdent. Le premier qu'on a pris en charge, Étienne et moi, qu'on a appelé l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, et qui précède juste l'article de Jay Winter que je viens de citer, spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui écrit un article sur les mémoires de la Première Guerre mondiale comme suicide de l'Europe, et puis viennent ensuite des articles sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Ce choix a été très majoritaire, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une discussion, et que d'autres auteurs, on est tous convenus du fait que c'était probablement une socialisation allemande très forte, peut-être parmi nous dans le pool éditorial, mais même tous étant historiens, ou la grosse majorité étant historiens, disant voilà les discussions des années 80, le Historiker Streit, la centralité de la Shoah dans la définition d'une identité, le dépassement de l'identité négative, ou au contraire la conservation d'une identité négative comme un terreau enterré, souterrain de la démocratisation après 45, tout ça c'est important. Ce sont des thèmes qui ont été débattus dans les années 80 et après 89 très largement en Allemagne. Donc c'est finalement le choix qui a été fait de façon très collégiale, parce qu'on n'a pas du tout voulu imposer, on a discuté de nos choix avec nos auteurs, mais d'autres propositions avaient été faites dans le sens, voilà, Shakespeare, Homère, Athènes, voilà, allant plus vers l'héritage culturel. Il nous a semblé aussi, et ça a peut-être été un argument, ce sera vraiment mon mot de la fin, qu'en commençant effectivement par les brûlures, on allait plus directement, ou on allait illustrer plus facilement et plus directement le caractère conflictuel, concurrentiel et donc pluriel des mémoires, émotionnelles aussi, alors qu'effectivement autour, disons, de grands noms comme Shakespeare ou Léonard de Vinci, qui apparaissent dans notre livre, qui sont des têtes de chapitre de notre livre, on a évidemment plus facilement un consensus, le consensus difficile actuellement de l'Atlantique à l'Oural. Vous avez présenté la méta-réflexion qui a présidé à cette réflexion des historiens pour arriver à ce très impressionnant résultat de l'ouvrage Europa, notre histoire, la façon de présenter l'histoire. On peut passer bien sûr et faire circuler le livre auprès de ceux qui voudraient y jeter un coup d'œil. Nous avons montré donc les choix qui s'opèrent, bien entendu, à tout auteur d'ouvrage, et peut-être encore plus à tout responsable d'une narration historique. Cela me conduit à me tourner peut-être pour un rapide deuxième tour de table qui permettra à chacun peut-être de ressaisir telle ou telle idée qui aurait été évoquée, sur laquelle il souhaiterait apporter un complément, mais peut-être en posant une question également. C'est justement toute la question de l'objectif et du choix, qui évidemment est un choix scientifique, où il y a des bornes scientifiques, mais même dans les bornes que la science impose, eh bien, il y a des choix politiques
qu'on peut faire. Et quand on veut dire qu'on va garder la Shoah comme un terreau qui permet de nourrir la démocratisation, il y a quand même l'objectif politique de présenter une histoire qui va dans le sens de la démocratie. Parce qu'on peut aussi présenter une histoire qui va dans le sens des États populistes, des États autoritaires, des États illibéraux, comme on dit aujourd'hui, et ça, ce sont des choix qu'on opère. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, pour être un peu provoquant, la maison de l'histoire européenne comme un outil politique au service de la construction européenne? Ou est-ce que c'est inimaginable? Est-ce que ce serait une insulte à l'esprit scientifique des historiens qui l'animent? C'est une question, en tout cas, je pense, qui est un peu intéressante pour les citoyens que nous sommes dans cette salle. Oui, alors, on en est venu après des discussions à distinguer entre politique et ce qu'on dit en anglais party political. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en anglais. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de discussions. Donc, et je me souviens, une personne avait dit au début, mais en fait, tout est politique. Donc, même les choix qu'on fait, même si on est historien, même comme équipe. Donc, mais on a au fur évidemment l'idée au début c'était évidemment que ce musée est en quelque sorte au service de la construction européenne parce qu'il propose un point de vue ou parfois plusieurs points de vue européens. Mais en fait, les hommes politiques nous ont laissé tranquilles, donc on n'a pas été influencés. C'est le travail d'une équipe. Donc évidemment qu'il y a des convictions politiques dans cette équipe dont on n'a pas parlé, mais qui sont peut-être apparues au fur et à mesure des discussions. Mais en fait, puisque c'est financé par l'Union européenne, mais que l'approche, la façon dont on parle de l'Union européenne est assez critique aussi, je ne pense pas qu'on soit un outil de propagande ou une vitrine de l'Union européenne, donc pas dans ce sens-là, parce qu'on montre les échecs, on montre aussi les questions ouvertes, on parle de la crise financière, on parle des problèmes migratoires, donc il n'y a aucun sujet qu'on laisse de côté pour laisser apparaître l'Europe dans une lumière positive. C'est une approche critique et ça s'applique à tous les thèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'aimerais juste rajouter peut-être les projets pour le futur. Moi, je pense, plus je réfléchis à notre exposition et les commentaires dont je vous ai montré quelques-uns, je pense qu'il est très important de montrer cette méta-ébene, comment vous dites en français, donc de montrer en fait, de visualiser le débat. Parce que comme j'ai dit, nous avons dû créer une narration un peu simpliste, si on veut, tout en expliquant qu'il y a plusieurs points de vue, etc. Mais j'aimerais bien visualiser dans le musée le débat que ça suscite. J'aimerais montrer les gens qui ne sont pas d'accord, j'aimerais montrer différentes façons de montrer l'histoire, peut-être montrer à plusieurs endroits de l'exposition qu'on pourrait aussi dire ça différemment. Je pense que ce débat doit être en quelque sorte visualisé dans le musée et on cherche encore les moyens parce que c'est très complexe dans un environnement multilingue. Il faut tout traduire en 24 langues et tout montrer en 24 langues. Donc je ne sais pas encore comment, mais c'est un de mes projets justement, c'est de montrer que ce n'est pas si facile que ça de se mettre d'accord sur un héritage européen et peut-être que c'est, comme Étienne François a dit, une utopie, tout simplement. Voilà. Bien, c'est dans la discussion, en tout cas, que le projet progressivement se fonde. Nous avons beaucoup parlé de l'Europe à l'intérieur de ses frontières, des différences qui font que le projet européen est évidemment complexe politiquement, mais qu'il est aussi complexe scientifiquement, historiquement. L'Europe, en même temps, est une partie prenante d'une histoire mondiale. On l'a dit à plusieurs reprises. De quelle manière est-ce qu'il faut intégrer le monde entier lorsqu'on parle de l'histoire européenne ? Là-dessus, je vous répondrai d'une manière toute simple. On n'a pas le choix. Il se trouve que, au plus tard, depuis les grandes découvertes qui ont été faites par les Européens à partir de la fin du XVe siècle, l'histoire européenne a pris des dimensions mondiales. Elle les avait déjà avant, mais elles se sont fortement renforcées après les grandes découvertes, car une des conséquences presque automatiques des grandes découvertes, c'était l'extension de l'influence économique de l'Europe sur l'ensemble du monde et ensuite
la colonisation d'une grande partie du monde, qu'il s'agisse de colonies au sens classique du terme, ou bien au contraire de régions dans lesquelles on se contentait d'avoir son influence avec des ports d'où on rayonnait. Mais d'une manière ou d'une autre, à partir du XVIe siècle, l'histoire de l'Europe devient une histoire mondiale. Et on voit ça très bien. Je prends 2 exemples un peu plus concrets. Premier exemple concret, d'abord, ça a été l'exportation dans les pays étrangers de représentations formées par les Européens. Si vous regardez une carte aujourd'hui des différents continents et des noms des différents pays européens, vous vous apercevez que la majorité d'entre eux ont été inventés par les Européens et imposés, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les formes d'exportation, à partir dès le XVIe siècle, mais avec une accélération ensuite au XIXe siècle, c'est l'exportation humaine, c'est-à-dire les Européens qui vont s'installer dans d'autres continents. Les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, toute l'Amérique latine d'un certain point de vue, enfin, mais aussi dans l'Australie. L'Australie est un continent européen, au moins de par sa population. Et pratiquement, il n'y a pas de région, il y a le seul pays qui n'a jamais été sous la coupe des Européens, c'est le Japon. Mais en même temps, et notre ami japonais l'a très bien montré, les Japonais, pour préserver leur souveraineté et leur identité, se sont mis à l'école des pays européens avant tout et un petit peu des États-Unis pour reprendre les formes de modernisation qui leur permettraient d'être des concurrents à égalité des autres pays européens. Donc, encore une fois, les dimensions mondiales de l'histoire européenne, elles sont très frappantes dans la manière dont l'extension européenne a formé tout le monde et à l'inverse. Quand nous regardons, nous, ce que nous faisons, aujourd'hui on fume de moins en moins, mais on boit encore du café. Et d'où vient le café ? Il vient aussi de l'expansion européenne. Et d'où viennent les épices qui sont si importantes dans la cuisine ? Ils viennent aussi de ce que les Européens ont été chercher. Et d'où viennent l'or et l'argent qui ont contribué très largement au développement de l'Europe à l'époque moderne? Ils viennent aussi d'au-delà, etc., etc. Et quand nous allons manger et que nous prenons des tomates, ou bien que nous prenons des bananes ou des pommes de terre, que sais-je encore, tout cela, ce sont des éléments qui viennent de l'étranger. Donc, on peut dire que sur de très très nombreux domaines, ce qu'on appelle l'identité européenne est très largement le résultat d'importations du reste du monde qui ont été reprises par les Européens et qu'ils se sont appropriées eux-mêmes. Constance disait tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de pays européens qui trouvent peu satisfaisant qu'on insiste beaucoup sur le colonialisme. C'est vrai, tous les pays européens n'ont pas eu des colonies. Mais tous les pays européens, que je sache, ont consommé des produits coloniaux et ont profité de l'expansion européenne au-delà des mers. Et donc, même s'ils ne sont pas directement des pays coloniaux ou colonialistes, ils ont été profondément marqués par cette dynamique du colonialisme qui est une dynamique totalement transnationale. Et puis je terminerai par un dernier exemple sur lequel nous avons un très bon article dans notre livre. Une des inventions par excellence de l'Europe en matière économique, c'est le capitalisme. Mais le capitalisme, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce soit une spécificité européenne. Le capitalisme est devenu mondial. Donc là encore, nous retrouvons cette dialectique de l'Europe et du monde qui a été parfaitement exprimée par l'historien Ferdinand Braudel, qui disait « Il n'y a pas d'histoire européenne, il n'y a qu'une histoire du monde ».
Alors une histoire de l'Europe intimement mêlée à l'histoire du monde entier. Le colonialisme en est sans doute, avec ses ombres et ses lumières, une des meilleures illustrations. Nous tourne vers Thomas Sérier, qui nous a élevés dans les sphères de la réflexion historique la plus intellectuelle, pour lui demander de nous donner une réponse. Mais que faut-il donc, dans le cadre du projet européen, retenir de cet héritage, de cette histoire européenne? Sur quoi pouvons-nous nous bâtir? Qu'est-ce qui peut nous donner ce sentiment d'unité qui nous sera extrêmement utile pour arriver à franchir les oppositions qui quotidiennement nous opposent les uns et les autres? Et vous habitez Bruxelles, les enceintes de Bruxelles sont évidemment le lieu des discussions les plus nombreuses, les plus légitimes dans une démocratie, entre les points de vue différents. Mais alors, qu'est-ce qui fait que, tout en étant un peu dilués dans cette histoire du monde que nous avons tellement influencé, eh bien, nous, Européens, gardons tout de même quelque chose qui nous est propre, qu'on nous a transmis en héritage, qui est évidemment cet héritage lui-même. Eh bien, il nous vient, je sais pas, Europe, tout le monde la voit sur le dos blanc du taureau dont Zeus avait pris la forme, et partant de la côte libanaise pour arriver dans nos territoires. Sans doute nous avons pris ailleurs, mais qu'est-ce qui fait qu'avec ce café que nous avons apporté, nous avons fait quelque chose que les autres ne faisaient pas? Et qu'est-ce qui fait qu'avec cet héritage, eh bien, nous avons reçu quelque chose que nous devons faire fructifier et qui doit nous conduire, eh bien, à dépasser nos différences pour essayer d'embrasser un avenir commun? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Elle est terrible, cette question. On peut essayer d'y répondre. Il nous a semblé, et ça a été quand même un des grands apprentissages de la préparation de ce livre, et donc de ce dialogue avec les collègues étrangers, les collègues non européens. C'était sans doute, enfin en tout cas pour nous deux, je pense, l'apport le plus enrichissant, le plus original. On est tous les deux français, un peu germanisés et spécialistes de l'histoire européenne continentale. Donc c'était ces aspects d'histoire non continentale qui étaient les plus intéressants. Ce qui nous a semblé, c'est que il n'y avait pas de complexe à avoir à parler de spécificité européenne ou de singularité européenne comprise dans un comparatisme global, mondial, ouvert, une anthropologie comparée des civilisations, pourquoi pas. Là où les collègues étrangers tiquent le plus rapidement, c'est quand se mêle à cette réflexion sur une singularité. Qu'est-ce qu'on peut donner comme définition de l'Europe? Quand se mêle à cela des réflexes de supériorité ou d'unicité. Là, on voit bien que les échanges commerciaux, les échanges culturels, l'émergence d'un espace où des phénomènes culturels ont eu lieu, où des phénomènes commerciaux ont eu lieu, où des phénomènes historiques ont eu lieu, et qui se différencient d'autres espaces. Évidemment, ça permet de définir cet espace européen qui est le nôtre. Mais ça devient problématique dès qu'on prétend un petit peu à une supériorité et évidemment à aussi ce qui débouche sur un discours voilà de diffusion de l'universel, etc. Donc ça, je pense que c'est un petit peu un des points disons qu'on a retenu de notre travail à ce livre. À partir de là, il n'y a aucun problème, hein, et on en était assez surpris. Ça rejoint finalement un petit peu un élément que vous avez déjà évoqué tout à l'heure autour des discussions sur la Constitution européenne. Alors, Constitution au sens juridique, mais on peut prendre la Constitution au sens de la fabrication et ce qui constitue le tissu historique d'un espace. On n'a pas eu de problème, et Étienne a écrit les articles, s'est fait relire, a écrit les articles touchant aux faits confessionnels, aux faits religieux.
et le fait de dire que évidemment l'identité chrétienne, puisque c'est un thème très politisé depuis justement depuis ces discussions sur la Constitution il y a une dizaine d'années, il n'y a pas de problème à affirmer cela, puisque historiquement cela a bien eu lieu et on voit bien pourquoi l'islam qui arrive un peu plus tard, qui ne prend pas Rome d'une certaine manière, est présent depuis très longtemps, et donc on peut toujours dire oui, mais l'islam est présent depuis très longtemps, n'oubliez pas l'islam, et il faudrait toujours, ne jamais oublier l'islam, mais évidemment il reste toujours en position non dominante et en position marginale. L'Espagne ou les Balkans, ce n'est pas Rome, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Berlin. Donc on peut tout à fait, à partir de là, affirmer des phénomènes dans leur longue durée, si tant est qu'ils soient appuyés sur des connaissances historiques et une analyse ouverte des conflits que cela peut susciter, des rancœurs que cela peut susciter, des oublis et donc des complexes d'infériorité et de supériorité que cela peut susciter et qui sont partie intégrante de l'histoire européenne et évidemment de tous les débats contemporains, très contemporains. Ça, on en a bien conscience. Mon propos était peut-être un peu général à nouveau, mais on voit bien tous les liens directs à l'actualité de débats dans nos pays, dans nos différents pays européens. Donc, on a pu, je pense, là aussi, c'est un enseignement dans le dialogue et autour, peut-être de cette approche un petit peu décalée, non pas d'une affirmation, qu'est-ce qu'est notre héritage, qu'est-ce qu'est notre identité, mais prenons le recul que permet le travail scientifique et travaillons sur ces différentes approches, sur ces différents discours qui sont des discours et des pratiques qui peuvent être conflictuelles et concurrentielles. On peut effectivement dégager comme ça si vous voulez, des grandes masses qui contribuent effectivement à définir l'identité européenne. Mais évidemment, le principe même de notre travail, qui était d'analyser ces mémoires, et donc ces mémoires, comme le disait Ricoeur tout à l'heure, le travail de mémoire qui est toujours un travail des mémoires, on voit bien que c'est un mouvement qui n'est pas terminé, et donc définir si vous voulez, l'ironie de notre travail ou la conscience qui nous a permis aussi d'une certaine manière de présenter notre travail de façon un peu décomplexée, c'est qu'on savait très bien que ce n'était qu'une proposition parmi d'autres qui, comme toujours en Europe, allait susciter des contradictions. Très belle vision, évidemment, de l'Europe, qui montre que l'Europe est un beau projet. Comme tous les beaux projets, c'est un projet complexe. Et quand on attend des idées simples, eh bien, on est bien déçu, parce que les idées simples, souvent, sont des idées bêtes. Et donc, les vrais projets et les vraies questions sont des questions complexes. Et les questions qu'on peut y apporter, évidemment, sont des réponses complexes. Alors, nous allons encore ajouter à la complexité. Nous avons une salle qui, là encore, a très certainement des points de vue, des questions très nombreuses sur cette grande question européenne et la question de son héritage. Nous avons 3 spécialistes qui sont avec nous pour y répondre. Et donc, je me tourne vers la salle pour savoir qui veut poser une question. Professeur Mayer. Ouais, vous donnez, voilà. Je sollicite de votre bienveillance d'historien l'autorisation d'ajouter au patrimoine européen que vous avez merveilleusement décrit la science. Il n'y a pas... Toute la science actuelle mondiale provient d'Athènes, multipliée par les années, ensuite les ajouts incessants qui ont été faits. Et finalement, la discussion
des grands physiciens à l'heure actuelle se rapproche étonnamment des discussions grecques sur l'atome qu'il y avait autrefois. Et tout est comme ça. Il n'y a pas une grande découverte. Alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Étienne François sur les échanges qui sont alors avec la science, on ne peut plus net. L'électricité de Volta, l'électricité italienne, inonde la planète entière. La conception de l'atome, malheureusement, risque d'inonder la planète entière, etc., etc. Enfin, on peut multiplier les exemples, mais là, je crois que vraiment, il y a aussi quelque chose de très cohérent et qui renforce, en quelque sorte, l'unité européenne que l'on cherche tout le temps à préciser, un peu plus, un peu moins. La science est formelle. Toute la science actuelle vient de l'Europe. Merci. Paul Arnaud, juriste. Je voudrais interpeller Monsieur François. Vous avez très bellement dit que l'Europe s'était faite à partir des nations et qu'il y avait des oppositions entre nations. Vous avez exposé le cas des Aufklärung, des Lumières. Je voudrais, moi, il y a une hantise que je ressens, c'est celle du populisme en matière politique. Est-ce que c'est un sujet d'avenir? Le populisme va-t-il triompher dans tous les pays? C'est l'expression même de la nation, le populisme. Choisir un leader et qui est celui qui remporte les suffrages, pas sur un programme politique, mais moins sur un programme politique que sur sa personne de leader. Est-ce que vous avez quelles sont les solutions? Parce que c'est une fragmentation, une dissolution de l'Europe peut-être qui peut s'en suivre avec ces triomphes des populismes à l'horizon. Qui ne cachent pas leur animosité, leur rancœur vis-à-vis ces unionismes, ces convergences européennes. Est-ce que vous pensez que la solution est celle du vote dans chaque pays pour de chaque électeur national pour une autre circonscription d'un autre pays? Est-ce que vous pensez que c'est une mutualisation de l'intérêt général qui est la solution? Est-ce que vous pensez que la politique européenne qui va se construire est une bonne thérapie pour freiner ce populisme qui menace? Merci de votre question. Là, j'y répondrai, si vous voulez, en tant que citoyen et non plus en tant qu'historien. Parce que c'est une question qui concerne l'avenir. Et donc des choix à faire, et ces choix, effectivement, je les ferai, dans la mesure où je peux encore le faire, en fonction de ce que j'ai appris et ce que je crois connaître, mais je ne suis pas le seul. Il me semble que si nous voulons éviter que la fixation sur l'originalité de chaque nation, et surtout sur l'idée que chaque nation peut se suffire à soi-même, c'est ça qui est le plus dangereux. Si on veut échapper à cette idée-là, il faut que nous apprenions à reconnaître toutes les influences que nous avons dans notre propre histoire nationale. Il y a une phrase de Marc Bloch que j'aime beaucoup qui disait « Il n'y a pas d'histoire de France, il n'y a qu'une histoire de l'Europe ». Et de fait, on peut, dès qu'on regarde comment les différents pays européens se sont constitués, on s'aperçoit que les influences qui viennent d'autour sont au moins aussi importantes que les dynamiques intérieures, et pas seulement à la suite d'échanges pacifiques, mais aussi à la suite de confrontations et d'oppositions. J'ai la chance, comme Thomas, de vivre en Allemagne, maintenant Thomas un peu moins, et j'avoue que vivant en Allemagne
Et découvrant ce qu'était l'histoire allemande, j'ai bien mieux compris ce qu'était l'histoire française et ce que ça veut dire le fait d'être français. Et donc ce pourquoi je plaiderais, c'est pour un enseignement de l'histoire et de la littérature dans les différents pays européens qui fasse une plus large place aux autres littératures que la littérature du pays dans lequel on se trouve et qui montre aussi comment, dans l'histoire du pays auquel on appartient, toute une série de dynamiques transnationales ont joué un rôle déterminant. À quoi j'ajouterai un dernier point qui me permettra de retrouver ce que Constance a si bien mis en valeur dans le musée de Bruxelles, à savoir le plurilinguisme. L'Europe, la diversité européenne, c'est aussi une diversité du langage. Depuis que l'Europe existe, il y a toujours eu le rêve d'une langue commune, mais jusqu'ici, elle n'existe pas. Et je crois qu'il faut en revenir à ce qu'a dit une fois si bien Umberto Eco, que la traduction est la langue commune de l'Europe. Et si effectivement, et c'est le cas, la traduction est la langue commune de l'Europe, si on veut que l'Europe devienne un peu plus une réalité concrète, que chacun puisse percevoir de manière effective et affective en même temps, on a tout intérêt à encourager les élèves dès la maternelle ou l'école primaire à apprendre une ou deux langues. Une seule langue ne suffit pas. L'Europe étant une terre de multiplicité linguistique, je suis persuadé que tant qu'on ne maîtrise pas à peu près correctement 3 langues, on ne peut pas devenir européen. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons apprendre les uns des autres, et je suis persuadé, ça c'est ma conviction à la suite de tout le travail que j'ai fait, que nous avons énormément à apprendre des uns et des autres, y compris pour mieux comprendre ce que nous sommes. Je crois que votre ouvrage devrait contribuer à réfréner certains excès, notamment sur la confusion entre l'idée nationale, la réalité nationale et le nationalisme. Plutôt que le populisme, le nationalisme, c'est pas le patriotisme. Et d'autre part, donner sens à la devise qui, je crois, était dans le projet de constitution, mais qui a été sauvegardée, je crois, avec le traité de Lisbonne, unité dans la diversité. Alors, vous avez magnifiquement repris, j'allais y venir, le phénomène fondamental de notre continent, c'est la pluralité des langues. Et de ce point de vue, dans le monde tel qu'il va, où l'Europe va peser de moins en moins, où maintenant c'est une question de survie de sa singularité et de ses intérêts, au point de vue démographique, au point de vue économique, à ce moment-là, on entend des esprits que je rejoins, naïfs et de bonnes intentions, qui font tout de suite des comparaisons avec les grands ensembles, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil, etc. Bon, une visée fédéraliste que moi je partage, mais qui ne peut pas être du même. L'Espagne et la Grande-Bretagne, c'est pas l'Ohio et le Michigan. Donc, absence, histoire singulière et bon. Le constat que le fait, c'est pour ça que je pense que ce musée, et je rejoins, évidemment que le projet, ce serait d'avoir un tel musée dans tous les pays d'Europe. Mais le constat que l'on fait, qu'on fait peut-être pas assez, c'est que c'est l'extraordinaire méconnaissance qu'ont les Européens ont entre eux. Et parfois le mépris. J'ai entendu même un jour un homme politique dire qu'est-ce que c'est que les pays baltes, bon. Et puis des gens cultivés, mais qui pensent que la Finlande et les pays scandinaves c'est la même chose. Et j'en ajoute. Et la diversité à l'intérieur de chacun, les Allemagnes, les îles britanniques, etc. Et c'est assez angoissant parce que effectivement, ou bien on a un projet européen qui a des ombres et des lumières, qui peut être discuté sur bien des points économiques, sociaux, mais ou alors on avance simplement l'idée européenne dans toute son abstraction, et là on n'est pas entendu. Donc c'est vraiment, et vous l'avez bien dit, surmonter ce dilemme entre l'Europe et la nation. Et vous l'avez très bien dit. Et il y a eu même un philosophe allemand, je crois que M. Habermas, qui à un moment a dit que les nations, on s'aperçoit, et à les nier ou les ignorer, on a effectivement cette poussée populiste nationaliste. C'est vraiment. Alors, je terminerai par un exemple qui montre bien
un étiage quand même peu satisfaisant, la première monnaie commune européenne, la première, l'euro. Qu'est-ce qui montre bien qu'il n'y a pas encore cette communauté de l'héritage? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces billets? Vous les avez vus? Il n'a jamais été question qu'il y ait, alors évidemment, ni Bonaparte, ni Frédéric II, mais ne serait-ce que des héros de la culture européenne dans leur singularité, Shakespeare, Mozart, enfin j'en passe, des musiciens, des littérateurs, des philosophes. Non. Et donc, le seul point d'accord, et moi je pense que c'est là le cœur du drame européen actuel, c'est de faire des billets avec des abstractions gothiques, semi-gothiques, des ponts, etc. Eh ben, je pense que même Jacques Delors l'avait fait la remarque. Je ne suis pas le premier à faire cette remarque, mais c'est fondamental comme observation, puisque si nous avions la connaissance et la reconnaissance de notre héritage commun, eh bien, un Britannique ne serait pas scandalisé d'avoir s'il était dans l'euro. Alors, je dirais un Irlandais d'avoir un billet avec Mozart ou Voltaire et vice versa. Donc là vraiment, et je pense que votre ouvrage, comme votre musée, sont des pierres d'angle à poursuivre. Est-ce que vous ajoutez un élément à cette remarque qui nous amène vers le sujet très concret des billets de banque? Je sais qu'avec Modigliani ou Chopin, on arrivera à trouver des personnages en plus qui pourraient convenir à plusieurs pays de l'Union européenne. Il y a là des pistes. Peut-être continuer par des questions pour permettre à nos orateurs éventuellement de reprendre la parole, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour vos interventions brillantes. Je voudrais poser une question concernant les risques que court actuellement l'Europe. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de distinguer entre des facteurs endogènes à l'Europe et des facteurs exogènes? Endogènes, en réalité, en Europe, peu de pays, ou quasiment aucun, ne demandent la dissolution de l'Europe. Ils s'affrontent sur des valeurs, sur des questions identitaires, sur la migration éventuelle et naturellement. Ce sont certes des points importants, mais fondamentalement, à ma connaissance, aucun ne met en cause cette réalité de l'Europe. Ça, c'est pour les facteurs endogènes propres à l'Europe. En revanche, si on regarde sur un plan géopolitique global, les attaques, notamment de la Russie et des États-Unis, sont d'un tout autre ordre. Et là, on peut s'interroger sur les raisons qui les motivent. Et, pardon? Vous voulez que j'arrête? Je suis trop long? Je vais terminer rapidement. Du côté américain aussi bien que russe, on a le sentiment que l'Europe est un obstacle à leur expansion. Leur but n'est pas, comme ils le prétendent, une question identitaire, mais il est bien d'aller vers une dissolution qui leur permettra enfin de régner sur la première puissance commerciale, de les diviser, de faire éventuellement de la Grande-Bretagne la grande Suisse internationale, le grand paradis fiscal dont rêve tout le monde sait qui. Donc, à votre avis, est-ce qu'il est bon de distinguer ces facteurs pour bien tenter d'éclaircir la problématique des risques encourus par l'Europe aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que vous dites. Moi, Étienne, s'il a un autre point de vue, pourra compléter. Il me semble que vous mettez vraiment le doigt sur cette imbrication justement des enjeux internes. Vous dites endogènes, exogènes, donc internes et externes. Ça rejoint un petit peu ma remarque tout à l'heure sur les frontières. Le jeu sur les frontières et la réapparition des frontières, on le voit vous avez mis l'accent sur la géopolitique dans votre question, mais l'autre grand sujet du moment, c'est le défi migratoire ou la crise migratoire, peu importe comment on l'appelle. Et on voit bien qu'il y a un jeu, là aussi, du ressurgissement des frontières intérieures qui s'explique par la question des frontières extérieures. C'est bien dans la gestion et les mécanismes de protection de la frontière extérieure que par rapport aux flux migratoires, puis après par rapport à leur répartition, donc de part et d'autre de certaines frontières,
les deux aspects sont bien en lien. De ce point de vue-là, pour utiliser notre concept un petit peu central de lieu de mémoire, on peut dire que comme lieu de mémoire actuel, très contemporain de ces questions migratoires, il y a autant Lampedusa et Ceuta et Melilla si vous voulez, à la membrane extérieure de l'Union que Calais, en plein milieu de l'Union. Voilà. Et on voit bien effectivement, et on sait le rôle que ça a joué dans le Brexit, cette question des frontières et des flux extérieurs. Donc le détour par cet exemple des questions migratoires, mais sur les enjeux géopolitiques, oui, bien sûr, le fractionnement interne, il est une possibilité, un potentiel effectivement pour les grands acteurs mondiaux. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre question et la manière dont vous la posez. Il est évident que l'Europe actuellement, non seulement, c'est ce que vous dites, aucun des pays européens ne veut quitter l'Union européenne, même si la définition qu'il en donne ou ce qu'il en attend n'est pas tout à fait identique d'un pays à un autre. Mais la réalité que nous voyons, c'est qu'il y a plusieurs formes de contestation extérieure. Or, ce que nous observons en histoire très souvent, c'est que un des moyens privilégiés d'intégration, ce sont les contestations extérieures et l'opposition à ces contestations extérieures. Donc, ce que je vois, moi, pour l'avenir possible de l'Europe, au sens politique et pas seulement du terme, c'est premièrement que l'Europe décide enfin de devenir une réalité diplomatique et militaire. Tant que l'Europe ne sera pas capable de se défendre par elle-même, elle restera, pour ceux qui sont plus forts, quelque chose dont on se dit, après tout, on pourrait l'affaiblir, ça nous permettra de nous renforcer. Donc ça, c'est le premier défi à relever. Et le second défi à relever, parmi d'autres aussi, c'est celui des frontières de l'Europe. Il est évident que l'Europe a besoin de frontières, comme toutes les autres réalités géopolitiques, mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir quel type de frontières et comment est-ce qu'on va user de ces frontières. Est-ce que ce sont des frontières qui seront uniquement, comme le disait tout à l'heure Thomas, des coupures, ou bien est-ce que ce sont des frontières qui permettront aussi de mieux définir les relations entre l'Europe et le reste du monde, et pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan démographique. Donc là, c'est un véritable défi, et je crois que tant que l'Europe ne sera pas capable de définir une politique d'immigration commune, elle sera confrontée à des défis très difficiles. Alors, c'est pas évident à faire, mais ces deux phénomènes que vous avez abordés sont si importants que je crois qu'on ne pourront pas y échapper. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrivera à y résoudre, ça c'est une autre question, mais elle ne dépend que de nous. Je voudrais reprendre très rapidement la question et me tourner vers Constance Hitzel pour savoir comment, à la Maison de l'Histoire européenne, on a traité ces deux questions, qui sont tout de même la question des migrations, qui est une question tout à fait centrale, parce qu'évidemment, pour l'instant, on parle beaucoup de l'aspect géographique des choses. Alors, on nous explique, ce que chacun conçoit, que l'Italie, en raison de sa situation géographique au cœur de la Méditerranée, est évidemment le réceptacle de beaucoup de migrants et que ça lui pose des problèmes politiques. Donc, chacun ici connaît les derniers développements. Mais il y a aussi tout un aspect historique, car un pays comme la France, qui est un pays traditionnellement d'immigration, probablement on n'a pas sur ce thème le même regard que peut avoir l'Italie ou l'Allemagne, qui ont été plutôt des pays d'émigration, en tout cas l'Italie très certainement. Puis d'autre part, les migrations, il y a aussi, vous l'avez beaucoup évoqué, la question des migrations européennes communes à l'extérieur. Quand on va au Brésil, on trouve des Italiens, des Espagnols, on trouve aussi des Allemands et des Japonais d'ailleurs, enfin des tas de gens différents. Première question, la question des migrations, de quelle manière est-elle traitée, si elle est traitée, soit dans l'état actuel de l'exposition ou peut-être dans une exposition future. Et puis l'autre question, évidemment, sur laquelle
là encore, vous avez peut-être des réponses ou en tout cas des problématisations à apporter. C'est la question des frontières. Actuellement, la frontière, je veux illustrer la chose. Il y a deux frontières qui sont un petit peu chaudes. Il y a la question de la Turquie. Est-ce qu'on a une frontière entre les chrétiens et les musulmans, pour dire les choses un peu brutalement, et certains font tourner, parce que la frontière, on la fixe, elle est pas naturelle toujours. Le Rhin en est un bon exemple, entre la France et l'Allemagne, puisque nous sommes, Madame la directrice, à la Maison de l'Allemagne. Et puis l'autre question, c'est celle du Royaume-Uni. Est-ce que la frontière de l'Europe va nous séparer de l'île britannique, alors qu'a priori tout nous rapproche? Voilà deux questions. Comment est-ce qu'on a traité ça, les migrations et les frontières? Oui, alors ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes dans notre exposition qui sont des fils rouges où on retrouve en fait une trame narrative dans la trame narrative et donc un micro-récit. Et il y a plusieurs thèmes que je pourrais évoquer, l'histoire de la démocratie, l'histoire des élections, l'histoire des droits de l'homme, l'histoire des migrations. Donc, ce sont des thèmes qui reviennent à plusieurs endroits. Et sur les migrations spécifiquement, on parle de l'Europe comme continent d'émigration à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, on montre que c'était le continent duquel le plus de monde est parti à l'époque. Et c'est très intéressant quand 2 étages plus tard, on parle de l'Europe comme continent d'immigration. Donc, cette réflexion, on l'a souvent par rapport à l'actualité. Si les gens savaient que beaucoup de choses autour desquelles il y a des disputes, des conflits aujourd'hui sont relativement jeunes dans l'histoire. Donc, par exemple, que les nationalismes ou l'idée qu'une langue qu'un territoire doit avoir la même langue, la même religion, la même ethnie, est en fait une idée assez récente qui a un peu plus de 200 ans. Donc, si on avait conscience de cette longue durée, parfois, je crois que les conflits seraient un peu relativisés. Sur les frontières, donc on a des cartes, on a beaucoup de cartes dans l'exposition qui montrent en fait les changements de frontières, et comme vous dites que des frontières sont des constructions, des conventions fixées par des traités, par des négociations internationales. Donc c'est un peu, en traversant l'exposition, on voit comment les frontières intérieures à l'Europe changent. Un peu comme le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les frontières de l'Europe, 1000 années en 3 minutes. C'est très impressionnant parce qu'on voit combien les frontières ont changé. Et donc, c'est en fait une chose qu'on a traitée dans notre première exposition temporaire. C'est la coexistence en Europe de beaucoup de petits territoires, actuellement 47 pays, mais dans l'histoire, si on prend par exemple maintenant je cherche le mot français, Holy Roman Empire, oui, merci. Beaucoup de petits territoires donc sous un empereur. Ça a créé beaucoup d'occasions de contact et de conflits, mais aussi de coopération. Donc, on peut montrer qu'après chaque conflit majeur, il y a eu des essais d'améliorer la coopération ou les négociations diplomatiques pour trouver des solutions de plus long terme, à commencer par les congrès de paix, les premières organisations internationales au XIXe siècle, ou alors après la Ligue des Nations, après la Première Guerre mondiale, les débuts de l'intégration européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit en fait que cette coexistence, comme ça a déjà été dit, a été source de conflits et de coopération, mais dans tous les cas, il y a toujours eu beaucoup d'interactions, beaucoup de contacts à travers les frontières, quelles qu'elles étaient. Donc c'est un des thèmes qui est très présent dans notre musée. Grand merci pour ces éléments. On peut peut-être rassembler les dernières questions s'il y en a. J'en vois une au fond de la salle. Madame également. Nous commençons par vous, je vous en prie. Puis on prendra la deuxième, et je crois que ce seront les 2 dernières questions qui permettront de clore cette soirée. Je vous en prie. Non, je voulais juste soulever un tout petit problème. J'étais un peu étonnée que ce soir, il n'a jamais été question de ce que je considère comme la langue commune de l'Europe, c'est la culture. Ça veut dire, c'est par exemple la musique. Je crois que Bach peut se jouer autant en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, etc. Les musiciens sont... Il n'y a aucun problème de langue. La musique, elle est
compréhensible, et pour la peinture, c'est pareil. Et le rôle en Europe qu'a joué la culture, c'est extraordinaire. Et justement, la musique, c'est aussi une langue qui se comprend et qui est aimée passionnément par tout le monde. Et je trouve que ça serait intéressant aussi à développer. Bonjour, merci. J'ai une question. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être patriote au sein de l'Union européenne? Oui, je répondrai. D'accord. Patriote européen. Alors, votre question est excellente. Je vous réponds spontanément et un petit peu naïvement. Pour moi, il n'y a aucune opposition entre le patriotisme national et le patriotisme européen. Puisque chacun des pays auxquels nous appartenons, et là je parle, entre-temps j'ai aussi la nationalité allemande, je connais assez bien l'Allemagne, que je me définisse comme allemand ou comme je me définisse comme français, je sais très bien que c'est vrai que ces deux pays-là m'ont marqué profondément par leur culture, par leur héritage, par les années que j'y ai passées, par le travail que j'y ai accompli, etc. Mais en même temps, en vivant dans ces deux pays et puis en allant de l'un à l'autre et de ce fait dans d'autres pays européens, j'ai découvert à quel point aucun de ces pays ne se suffit à soi-même. Et comment, derrière les différences entre ces pays, il y a toute une série d'éléments communs à d'autres pays européens qui font que quand je vais en Pologne, je me sens pas à l'étranger. Quand je vais dans les pays baltes, je ne me sens pas à l'étranger. Quand je vais en Hongrie, pareil. Enfin, toute une série d'observations. Je retrouve aussitôt, quand je vais dans ces pays-là que je connais moins bien, toute une série d'éléments communs qui me donnent la conviction que je n'appartiens pas seulement à l'espace d'un pays qui, pour moi, est très important pour des tas de raisons personnelles et affectives, mais plus généralement à un ensemble général. Je terminerai, si vous voulez, par un seul exemple, pour que ce soit un petit peu plus concret. Une des villes les plus intéressantes que je connaisse en Europe, c'est la ville de Vilnius, la capitale de la Lituanie. Mais quand vous voyez la ville de Vilnius, vous apercevez que Vilnius a été très longtemps la Jérusalem du Nord. Que Vilnius, par ailleurs, était une ville dans laquelle on parlait à la fois lituanien, polonais, et allemand et de très nombreuses autres langues. Mockiewicz, le grand poète polonais, est né à Vilnius. Donc on ne peut pas comprendre la Pologne sans la Lituanie. D'ailleurs, la Pologne et la Lituanie ont été unifiées pendant plusieurs siècles. Et si nous n'avons ni la Pologne ni la Lituanie, que comprendrions-nous à la culture qui est la nôtre ? Nous avons évoqué Chopin tout à l'heure. Mais Chopin est polonais, mais en même temps, le nom qu'il a n'est pas du tout un nom polonais, puisque son père venait de la France. Donc, cette multiplicité des gens, leur circulation permanente, et le dernier nom qui ne me revient pas à l'esprit, c'est le seul qui a eu 2 fois un prix Goncourt en France, et lui aussi, il est né à Vilnius. Romain Gary. Oui, Romain Gary. Romain Gary est né à Vilnius. Et en même temps, que serait la littérature française contemporaine sans Romain Gary ? Et c'est le seul des écrivains français qui, en se donnant une autre identité, un autre nom, etc., a réussi à faire croire qu'il
il y avait 2 personnes différentes, et donc il a eu 2 fois le prix Goncourt pour 2 œuvres différentes. Voilà, j'en dis pas plus. J'en profite très rapidement pour rassurer Madame, la présence de la culture et le nombre d'articles consacrés à des personnages ou à des phénomènes en lien avec la création culturelle sont très très nombreux dans notre livre, comme également dans la présentation du musée de l'histoire européenne à Bruxelles. On a un article sur l'opéra par exemple qui permettent à nouveau de réfléchir aussi à la diffusion et aux limites de la diffusion. Et à nouveau, on retrouve aussi la question des frontières et des différenciations. Verdi est le champion des uns, tandis que Wagner est le champion des autres. Et voilà. Mais peu importe, vu du Japon ou même vu de Manaus, où on a construit un opéra en pleine jungle amazonienne au XIXe siècle, on a bien cette présence de la musique et d'une musique qui est aussitôt reconnue comme européenne. Européenne et mondiale, parce que je m'étais amusé une fois à regarder les programmes des opéras dans les autres pays non européens, et on s'aperçoit que les 3/4 des opéras qu'ils jouent sont des opéras européens. Et on retrouve de nouveau cette dialectique entre l'Europe et le reste du monde. Mais écoutez, je remercie la salle pour ses questions, l'ensemble de nos orateurs pour leur disponibilité à y répondre. Je crois qu'on peut retenir en tout cas de ce voyage en terrain historique. D'abord, vous avez évoqué votre accent qui est tellement léger que si vous ne l'aviez pas évoqué, on ne l'aurait pas entendu. Et puis je voudrais dire surtout que c'est un formidable symbole du fait qu'on peut dépasser peut-être la formule d'Umberto Eco. J'aurais tendance à penser que la langue de l'Europe, c'est peut-être actuellement la traduction, mais que quand on aura enfin atteint l'état que vous dites et que chacun sera capable de parler plusieurs langues, comme vous l'avez nerveusement montré, Madame, eh bien, à ce moment-là, la langue de l'Europe, ça ne sera pas la traduction, ça sera le multilinguisme. Et c'est probablement ce qui est notre avenir. Alors le multilinguisme, c'est compliqué, parce qu'évidemment, il faut travailler à comprendre et éventuellement à s'exprimer dans d'autres langues. Mais c'est un peu comme l'histoire de l'Europe et c'est un peu comme la construction européenne, c'est quelque chose de complexe et cette complexité, cette difficulté même qui en fait peut-être toute la noblesse et toute la particularité. Moi j'en ressors en tout cas en me disant qu'on ne peut pas avoir une histoire européenne univoque qui serait tout entière au service du projet européen, mais qu'en même temps, eh bien, c'est cette complexité, c'est cette diversité qui est d'une certaine manière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le présent du passé de l'Europe. Nous avons eu peut-être des histoires politisées, des histoires univoques à différents moments de notre histoire, et maintenant, et c'est ce qui fait toute la noblesse de ce projet, eh bien, nous avons cette capacité à gérer la diversité, et c'est peut-être ça à la fois la grande difficulté et la grande richesse de l'Europe, et c'est ça qui nous effraie tant quand nous voyons le discours des populistes, c'est cette espèce de retour en arrière vers une simplicité, une simplification très confortable sans doute, tellement dangereuse aussi, et je crois que ce qui fait justement toute la richesse et toute la beauté du projet européen, c'est d'arriver à gérer cette complexité. Je crois qu'il faut tous aller visiter à Bruxelles la maison de l'histoire européenne et feuilleter les combien de pages de ces 100 auteurs, les 1400 pages de l'histoire Europa, notre histoire, pour s'en persuader une nouvelle fois. Très bonne soirée donc à chacun. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition de notre série.